Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Le 20 janvier 1516, le navigateur espagnol Juan Díaz de Solís effectua son premier débarquement important sur les rives du Rio de la Plata, dans l'actuel Uruguay. Il était un explorateur aguerri possédant des années d'expérience dans la navigation en eau inconnue. Ce matin-là, il aperçut des autochtones qui observaient depuis les dunes le long du littoral. Il semblait s'agir de Charruas ou de Guaranis. Solís décida de débarquer avec un petit groupe pour tenter de commercer. Il choisit 2 officiers et 7 membres d'équipage pour l'accompagner. Le groupe monta dans la chaloupe et rama vers la plage. Les autochtones restèrent sur les dunes à mesure que l'embarcation espagnole approchait. Solís et ses hommes foulèrent le sable. Ils portaient des marchandises et des armes. Le groupe indigène se rapprocha. Pendant un instant, tout parut calme. Puis, soudainement, les locaux attaquèrent avec des armes primitives. Les Espagnols n'eurent pas le temps d'organiser une défense. L'embuscade fut rapide et écrasante. Chaque homme du groupe de débarquement fut massacré, à l'exception d'un jeune mousse qui parvint à survivre. Les navires principaux restèrent à l'ancre au large. L'équipage à bord regarda impuissant son capitaine et ses compagnons se faire tuer sur la plage. Ce qui se passa ensuite les horrifia plus que tout ce dont ils avaient été témoins auparavant. Les autochtones allumèrent un feu sur le sable. Ils commencèrent à rôtir le corps de Solís et à consommer sa chair morceau par morceau, à la vue de tous depuis les navires. Les marins ne purent rien faire d'autre que de regarder leur capitaine se faire dévorer. La terreur de ce qu'ils avaient vu affecta chaque homme restant. Personne ne suggéra de sauvetage, personne ne suggéra de représailles. L'équipage prit la décision immédiate d'abandonner complètement l'expédition. Ils levèrent l'ancre et mirent le cap directement sur l'Espagne. Le voyage, conçu pour explorer et revendiquer de nouveaux territoires, se termina par une retraite. Juan Díaz de Solís mourut sur la plage où il avait espéré établir un commerce pacifique. Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. En 1528, le célèbre explorateur florentin Giovanni da Verrazzano ancra son navire au large d'une île des Caraïbes, probablement la Guadeloupe. Il avait passé des mois à cartographier des côtes inconnues et à établir des contacts avec divers peuples autochtones. Son frère Girolamo était à bord du navire principal ce matin-là. Depuis le pont, ils observèrent un groupe d'autochtones rassemblés sur la plage. Ces personnes semblaient curieuses et accueillantes. Verrazzano décida de débarquer pour les saluer. Il monta avec quelques membres d'équipage dans une petite embarcation et rama en direction de la côte. Lorsque le bateau atteignit les eaux peu profondes, Verrazzano en descendit et pataugea sur le sable. Les autochtones s'approchèrent. L'explorateur leva la main en signe de salut. Pendant un court instant, la rencontre parut pacifique. Puis, la foule devint instantanément violente. Ils se précipitèrent vers l'avant et terrassèrent le navigateur avant qu'il ne puisse dégainer son arme. Ses membres d'équipage furent également submergés. Girolamo regarda depuis le navire les autochtones attaquer son frère. À cette distance, il ne pouvait rien faire. La foule entoura complètement Verrazzano. Ils le jetèrent au sol sur le sable. Les autochtones entreprirent de mettre fin à ses jours et commencèrent immédiatement à découper son corps en morceaux, alors que la chair était encore chaude. L'équipage à bord du navire vit tout ce qui se jouait sur la plage. Quelqu'un donna l'ordre de tirer au canon. L'équipage espérait que le bruit et la menace disperseraient les autochtones et leur permettraient de récupérer le corps. Les canons tonnèrent sur l'eau. La fumée dériva sur la baie. Les autochtones sur la plage ignorèrent totalement les détonations. Ils ne se dispersèrent pas et ne se retirèrent pas. Au lieu de cela, ils consommèrent les restes de l'explorateur sur place, à la vue de tous depuis le navire. L'équipage ne put que regarder avec horreur. Aucun sauvetage n'était possible. Girolamo avait été témoin de la mort de son frère et de ce qui s'ensuivit. Le navire finit par se retirer de l'île. Le corps de Giovanni da Verrazzano ne fut jamais récupéré. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Le 19 décembre 1642, l'explorateur néerlandais Abel Tasman jeta l'ancre dans l'actuelle Golden Bay, en Nouvelle-Zélande. Cela marqua la première rencontre entre les Européens et le peuple maori. Le matin était calme, alors que les navires de Tasman reposaient dans la baie. Plusieurs wakas, des pirogues maoris traditionnelles, partirent du rivage pour inspecter les étranges navires apparus dans leurs eaux. Les guerriers maoris étaient curieux de ces vaisseaux étrangers. L'équipage néerlandais voulait communiquer. Quelqu'un suggéra de faire du bruit pour signaler des intentions pacifiques. Les Européens sonnèrent de la trompette depuis le pont. Le son se propagea sur l'eau. Les Maoris répondirent en soufflant à leur tour dans leur conque. Les Néerlandais interprétèrent cela comme un salut amical. Ils crurent que cet échange signifiait que les autochtones accueillaient leur présence. Ils se trompaient. Le souffle dans les conques était un défi rituel, non un geste de paix.
Plus tard dans la matinée, une petite chaloupe fut mise à l'eau pour transmettre des messages entre les deux navires néerlandais. Plusieurs marins y montèrent et commencèrent à ramer sur les eaux libres séparant les navires. C'était une tâche de routine. Les hommes étaient sans armes et concentrés sur leur travail. L'un des Waka Maoris changea soudainement de cap et accéléra vers la petite embarcation. La pirogue percuta de plein fouet la chaloupe. Des guerriers attaquèrent immédiatement les marins avec des massues. L'équipage néerlandais à bord des navires principaux regarda 4 de ces hommes se faire abattre. Les corps furent traînés dans les pirogues. Les Maoris emmenèrent les marins morts vers le rivage. Les corps furent probablement emportés pour être consommés, bien que les Néerlandais n'aient pu confirmer ce qui se passa ensuite. Tasman ordonna la retraite immédiate. Aucun groupe de débarquement ne serait envoyé. Aucun autre contact ne serait tenté. Les navires néerlandais levèrent l'ancre et quittèrent la baie. Tasman nomma plus tard l'endroit Murderers Bay, la baie des meurtriers. Le premier contact entre Européens et Maoris s'était achevé dans la violence et la retraite. Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Le 17 novembre 2018, le missionnaire américain John Allen Shaw paya des pêcheurs locaux pour le faire passer illégalement sur l'île de North Sentinel, en Inde. L'île était un territoire interdit. Le peuple des Sentinelles qui y vivait était resté dans un isolement total depuis des millénaires. Les autorités indiennes avaient interdit l'accès à l'île à tout étranger, afin de protéger tant la tribu que les visiteurs potentiels. Shaw le savait. Il le fit quand même. Sa mission était de prêcher le christianisme aux Sentinelles. Les pêcheurs l'emmenèrent près du rivage, mais ne voulurent pas débarquer. Shaw pataugea dans les eaux peu profondes et foula la plage. Il portait une Bible avec lui. Les membres de la tribu sortirent de la forêt et s'avancèrent vers lui. Shaw leva la Bible et commença à avancer. Un jeune garçon leva un arc et tira une flèche. La flèche frappa la Bible que tenait Shaw et la transperça. Le missionnaire ne recula pas, il continua de marcher vers la tribu. Les sentinelles se précipitèrent sur lui. Ils lui passèrent une corde autour du cou. Shaw fut traîné sur le sable. Les membres de la tribu le tirèrent le long de la plage jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Les pêcheurs observèrent la scène depuis leur bateau au large. Ils pouvaient voir ce qui se passait, mais ne pouvaient rien faire pour intervenir. Finalement, ils se retirèrent pour éviter leur propre confrontation avec la tribu. Le lendemain, les pêcheurs revinrent et observèrent de loin. Ils virent les sentinelles enterrer le corps de Shaw dans les eaux peu profondes de la plage. La tribu se débarrassa des restes. Les autorités indiennes furent informées de l'incident. Elles ne firent aucune tentative pour récupérer le corps. Toute mission de sauvetage aurait nécessité un débarquement sur l'île, ce qui aurait provoqué une nouvelle violence avec cette tribu isolée. La décision fut prise de laisser le corps de Shaw là où il était. Les restes de John Allen Shaw ne furent jamais récupérés de l'île de North Sentinel. Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Le 10 avril 1722, l'amiral néerlandais Jacob Roggeveen fut le premier Européen à poser le pied sur l'île de Pâques, connue localement sous le nom de Rapa Nui. Son expédition était en mer depuis des mois à la recherche de nouvelles terres. L'île apparut à l'horizon ce matin-là et Roggeveen ordonna à ses navires d'ancrer au large. Il constitua un groupe de débarquement et rama vers la plage. Des centaines d'insulaires entouraient immédiatement les explorateurs néerlandais dès qu'ils foulèrent le sable. Les autochtones n'avaient jamais vu d'Européens auparavant. Ils étaient fascinés par tout ce qui concernait ces étranges visiteurs. Les insulaires tendirent les mains et touchèrent les vêtements des Néerlandais. Ils passèrent leurs mains sur le tissu et en examinèrent la texture. Ils inspectèrent les armes que portaient les soldats. Ils touchèrent le métal des mousquets et étudièrent les outils étranges. L'ambiance semblait plus curieuse qu'hostile. Les Néerlandais restaient calmes mais vigilants. Un insulaire devint plus audacieux que les autres. Il s'avança et arracha le mousquet d'un soldat directement de ses mains. Les soldats tentèrent de le reprendre. D'autres insulaires se rapprochèrent. L'équipage néerlandais paniqua. Quelqu'un donna un ordre ou agit peut-être sans ordre. Les soldats ouvrirent le feu à bout portant dans la foule. Des insulaires tombèrent sur le sable. Entre 10 et 12 personnes furent tuées sur le coup par les tirs de mousquet. Beaucoup d'autres furent blessés et s'effondrèrent ou s'éloignèrent de la plage en titubant. Les foules restantes se dispersèrent dans la terreur. Ils n'avaient jamais entendu de coup de feu auparavant. Ils n'avaient jamais vu d'armes capables d'abattre quelqu'un à distance. Les survivants s'enfuirent vers l'intérieur de l'île. Roggeveen ordonna à ses hommes de regagner les bateaux. Le groupe de débarquement se retira vers les navires. L'expédition ne resta pas sur l'île de Pâques. Elle partit peu après l'incident. Le tout premier contact de l'île avec le monde extérieur n'avait duré que quelques minutes et s'était terminé par un bain de sang sur le sable. Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. En novembre 1493, lors de son deuxième voyage vers le Nouveau Monde, Christophe Colomb retourna à Hispaniola, l'actuel Haïti. Il avait laissé 39 hommes dans un établissement appelé la Navidad lors de sa première expédition.
Ces hommes devaient fonder une colonie et commencer à établir des relations avec le peuple local des Taïnos. Colomb s'attendait à trouver un avant-poste prospère qui l'attendrait. Il était parti depuis près d'1 an. Ces navires s'approcheraient de la côte où la Navidad avait été construite. De loin, quelque chose semblait anormal. En approchant, Colomb put voir que l'établissement avait été brûlé jusqu'aux fondations. Aucun bâtiment ne tenait debout. Aucune fumée ne s'élevait des feux de cuisine. Personne ne vint sur le rivage pour accueillir les navires de retour. Le groupe de débarquement alla à terre pour enquêter. Ils trouvèrent des cadavres en décomposition éparpillés sur la plage. Les corps des colons espagnols gisaient sur le sable, là où ils étaient tombés. Leurs yeux avaient été arrachés. Le soleil tropical et la chaleur avaient laissé les restes se décomposer pendant des semaines. L'odeur était insupportable. Des mouches recouvraient tout. L'équipage fouilla la zone mais ne trouva aucun survivant parmi les 39 hommes qui avaient été laissés sur place. Colomb exigea des réponses de peuple local taïno. Ils expliquèrent ce qui s'était passé durant son absence. Les colons espagnols avaient maltraité les femmes locales. Les hommes s'étaient également battus violemment entre eux pour les femmes et pour l'or. Un cacique rival, un chef local, avait ordonné une attaque de représailles en réponse au comportement des Espagnols. Ces guerriers avaient attaqué la Navidad et tué chaque colon. Cette découverte brisa la vision de Colomb d'un paradis pacifique dans le Nouveau Monde. Le fantasme d'une colonisation coopérative s'était envolé. L'établissement brûlé et les cadavres en décomposition sur la plage donnèrent le ton de la conquête brutale qui allait suivre dans les années à venir. Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Le 14 février 1779, le capitaine James Cook tenta d'enlever le chef régnant d'Hawaï dans la baie de Kealakekua. Cook était l'un des explorateurs les plus accomplis de son époque et avait cartographié de vastes zones de l'océan Pacifique. Ce matin-là, il débarqua avec un contingent de fusiliers marins pour capturer le chef et le tenir en otage. La raison était simple. Quelqu'un avait volé une chaloupe sur l'un des navires de Cook et il voulait la récupérer. Une foule nombreuse d'Hawaïens locaux se rassembla sur le rivage à l'arrivée de Cook et de ses hommes. L'atmosphère devint tendue. Soudain, la rumeur se répandit dans la foule que des marins britanniques avaient tué un chef de rang inférieur lors d'une autre confrontation de l'autre côté de la baie. La nouvelle changea tout. L'ambiance devint instantanément hostile. Les Hawaïens commencèrent à se diriger vers Cook et ses hommes. Cook réalisa le danger. Il décida de se retirer vers les bateaux. Il tourna le dos à la foule et commença à marcher vers l'eau. Un guerrier hawaïen s'avança avec une massue. Il frappa Cook à la tête. Le coup fit vaciller le capitaine. Avant que Cook ne puisse s'en remettre, un autre guerrier lui planta une lame dans la nuque. Cook tomba en avant dans l'écume. Son visage se retrouva sous l'eau. La foule se jeta immédiatement sur lui. Plusieurs guerriers le poignardèrent à plusieurs reprises alors qu'il gisait dans les eaux peu profondes. Les fusiliers marins sur la plage firent feu avec leurs mousquets et tentèrent d'atteindre leur capitaine, mais la foule était trop nombreuse. Ils furent contraints de se retirer vers les bateaux. Le corps de Cook resta avec les Hawaïens sur le rivage. Plus tard, les Hawaïens traitèrent les restes de Cook selon leur rite funéraire traditionnel, réservé aux chefs de haut rang. La pratique consistait à cuire la chair pour la séparer des os afin de conserver ces derniers comme reliques sacrées. Certains des os de Cook furent finalement rendus à son équipage. Le grand navigateur mourut dans l'écume de la baie de Kealakekua. Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. En juillet 1521, Juan Ponce de León retourna sur la côte sud-ouest de la Floride avec 200 colons. Il avait découvert la Floride des années auparavant et avait maintenant l'intention de fonder la première colonie européenne permanente en Amérique du Nord. Ces navires transportaient des provisions, du bétail et tout le nécessaire pour établir un établissement. Le peuple indigène des Calusa vivait dans la région depuis des siècles et n'avait pas l'intention de laisser des intrus étrangers revendiquer leurs terres. L'expédition de Ponce de León débarqua et commença immédiatement à tenter de construire son établissement. Les Calusa observèrent les activités espagnoles et préparèrent la résistance. Ils lancèrent une attaque surprise contre les colons alors que les bâtiments étaient en cours de construction. Des guerriers sortirent de la forêt avec des arcs et des flèches. Les Espagnols luttèrent pour se défendre, mais l'attaque fut rapide et bien coordonnée. Pendant les combats, Ponce de León fut touché à la cuisse par une flèche en roseau. Les Calusa avaient trempé leurs flèches dans la sève du mansénilier, l'une des plantes les plus toxiques de la région. La flèche avait été empoisonnée. Les Espagnols réussirent à repousser l'attaque et à renvoyer les guerriers Calusa dans la forêt, mais le mal était fait. Le poison commença à provoquer une infection atroce dans la cuisse de Ponce de León. La blessure se détériora rapidement. La gravité de la blessure força Ponce de León à prendre une décision. Il ordonna à toute l'expédition de quitter immédiatement la Floride. Les colons emballèrent ce qu'ils pouvaient sauver et montèrent à bord des navires. Ils firent voile vers Cuba.
Le voyage fut difficile. Ponce de León souffrit de graves douleurs pendant toute la traversée vers Cuba. L'infection causée par la flèche empoisonnée continua de s'aggraver. Peu après l'arrivée des navires à Cuba, Juan Ponce de León mourut. Sa tentative de fonder la première colonie permanente en Amérique du Nord s'était soldée par un échec total. L'explorateur de la Floride ne l'a jamais colonisée. Si ces récits ont changé votre regard sur l'histoire des découvertes et les dangers de l'inconnu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Nous déterrons l'histoire que l'on a tenté d'enfouir. Aidez-nous à semer les graines du futur. Le prochain trésor de l'histoire sera bientôt révélé.